qui est en même temps extrêmement facile à comprendre, mais d'une construction qui est finalement très savante. C'est-à-dire, on vous raconte une histoire en vous éliminant toute la possibilité de suivre en continuité l'histoire. Donc, à ce moment-là, vous n'avez que des fragments de choses qui peu à peu s'associent et donc peu à peu permettent de comprendre non pas l'action, puisque l'action est simple. L'action, c'est qu'est-ce que vivre? C'est pas compliqué. Est-ce qu'on vit dans une société? Est-ce qu'on accepte le mode d'une société où le rapport à l'autre n'est fait que d'une totale violence? Ou est-ce qu'on pourrait rêver une vie où il y aurait quand même l'amour, la poésie, l'art, la nature, enfin, la beauté. Donc, et le film ne parle que de ça, en fait. Et ne travaille que sur ça. Alors, avec, évidemment, aussi enfin, l'idée du cinéaste, qui est en même temps peintre, et dont les peintures sont ce que vous voyez sur l'écran. Donc, il y a aussi une sorte de confession d'un artiste qui à la fois se montre sous l'aspect aussi par lequel il est connu, en tous les cas en tant que cinéaste, c'est-à-dire film, film policier, c'est un peu occidental, c'est-à-dire les films de Yakuza, donc les films de la pègre, etc., les films de gangsters, de violence, mais aussi l'autre face qui est ici très présente et en même temps parfaitement gommée, qui est celle du comique, car donc, Kitano, dont a commencé par être un comique, mais pas très connu au Japon, qui a été une immense célébrité au Japon, qui est en particulier à la télévision, etc., qui avait comme nom de comique celui qui le conserve apparemment, qui est Beat, alors que son vrai nom c'est Kitano. Alors donc Beat c'est l'acteur, puisqu'il joue lui-même le rôle, et Kitano c'est le metteur en scène, mais c'est la même personne. Bon. Donc il a fait donc carrière au départ en tant que comique, donc je répète immensément célèbre. Oshima qui lui propose un rôle dans Furio, justement un rôle très étrange puisque c'est le rôle d'un gardien de prisonnier qui sera condamné à la fin à mort à la fin de Furio. Oshima donc fait ce film Furio en 60 ans, en 83, c'est de bonne mémoire, 82-83. Le film a une réputation internationale puisqu'il est joué aussi par David Bowie, donc grande réputation. Et ayant commencé comme ça maintenant comme acteur de cinéma, Kitano s'intéresse en fait à la mise en scène et donc devient metteur en scène et est aujourd'hui certainement le plus grand cinéaste japonais vivant, puisque Oshima vient de mourir il n'y a même pas 15 jours. Yoshida, je parle de la dernière génération, celle des années 60, c'est-à-dire les trois grands, Oshima, Yoshida et Imamura. Et ces trois-là, sont maintenant en fin de parcours. Je ne pense pas dire qu'il. Donc Oshima vient de mourir, Yoshida ne fera plus de films, et je pense que Imamura non plus. Donc en fait, il est le grand cinéaste japonais d'aujourd'hui. Alors juste encore quelques mots pour resituer les choses. Le cinéma japonais est un des plus grands cinémas du monde. Donc il est, même si à partir des années 70, de par l'importance de la télévision, etc., il a perdu sa force et en même temps sa puissance. Il a quand même, entre 1910 et 1970,
réalisé un grand nombre de films avec des cinéastes de toute première importance. Enfin, au moins, il y en a 2 qui sont parmi les plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Il y a parmi les 10 plus grands, donc 2 quand même sur les 10, c'est quand même beaucoup. Il y a Mizoguchi et Ozu, et il y en a bien d'autres que vous connaissez, à commencer par pas Konchalovsky, ça c'est russe. Naruse, bon, ben, je vous ai oublié les noms pour l'instant. Et bien, le plus important aussi. Bon, ça reviendra tout à l'heure. Voilà, alors pour l'instant, donc, c'est quelques mots pour... Comment Kurosawa, oui. C'est absolument honteux de pas... Mais quelquefois, ça perd, ça passe. Bon, ben, j'aimerais quand même vous entendre un peu parler du film, parce que... quelle a été votre réaction à ce film? Un film quand même étrange. Pour moi, c'est vraiment un des grands films des 20 dernières années. Enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Si on se laisse aller au film, si on refuse d'essayer de comprendre l'histoire pour se laisser porter par le film lui-même, ça devient magnifique. Si on essaye de dire oh là là, qu'est-ce qui se passe, etc., dans ce moment-là, on perd son temps. Et on perd le film, ce qui est dommage. Oui, alors, bah, peut-être je vous écoute. Si quelqu'un veut... Ah, il faut passer de l'autre côté. J'arrive. Bonjour. Au-delà du film, du scénario, c'est le Japon lui-même qui est représenté et c'est toute la symbolique du Japon qui est dedans. Ah, mais bien sûr. De toute façon, d'abord, c'est Tokyo, premier point. Voilà. Mais un Tokyo complètement revisité, on peut dire, et magnifié, parce que vraiment, je ne pense pas que vous connaissiez les vues qu'il fait de Tokyo. Elles sont absolument magnifiques. Le lien, d'ailleurs, qui est très, très japonais, puisque vous le dites, le lien à la mer est extrêmement présent. C'est finalement, Tokyo n'existe pas sans la mer dans le film. C'est la mer qui fait Tokyo, et non pas l'inverse. Et les quelques rues que l'on a, ou quelques vues que l'on a de Tokyo, il y en a quand même quelques-unes, mais on fait une ville véritablement enfermée sur elle-même, sans possibilité je dirais, d'épanouissement de soi. C'est-à-dire qu'on est dans une ville qui est faite pour la violence. Et c'est très, très intéressant de la façon dont il a filmé Tokyo. Violence, enfermement dans cette ville, dégradation, toutes les voitures, poubelles, etc. Enfin, c'est très, très curieux la façon dont il filme Tokyo, mais en même temps, en effet, c'est par Tokyo, c'est en même temps le Japon. C'est pas pour rien aussi qu'il y a ces 3 plans admirables sur leur volcan, là, Fuji. Le mont Fuji. Oui, comment ça s'appelle déjà? Fujiyama, c'est ça. Le Fujiyama qui sont... Là encore, on n'a jamais vu ça. Enfin, moi, je n'avais jamais vu en dehors de ce film. C'est-à-dire le Fujiyama représenté comme ça, c'est-à-dire une photo réelle, mais comme si c'était totalement imaginaire, comme si cette présence-là était à la fois une présence et une absence. C'est très intéressant que la façon dont il filme, en même temps, d'avoir tout travaillé le film sur la couleur bleutée, même si évidemment il y a d'autres couleurs, mais l'ensemble du film est entièrement fait sur le bleuté. Et avec à la fin l'intrusion du blanc, c'est-à-dire de la neige, qui est magnifique. C'est vraiment repenser, restituer comme ça. Ceci étant dit, je vous laisse continuer parce que je vous ai coupé là. Après, ça m'a fait penser à Nicolas Ray, dans la façon de filmer cette destinée qui est
l'au-delà de la mort. Et ça m'a fait penser à Nicolas Ray dans un film qui a joué. Oui, c'est que ce qui fait penser à Nicolas Ray, peut-être, c'est la façon dont Nicolas Ray traitait de la violence. Et l'un et l'autre, alors, de ce point de vue-là, ont un point commun. Et alors, sur deux cultures différentes, parce que la culture de Nicolas Ray, c'est quand même l'américaine. La culture de Kitano, c'est, en effet, comme je l'ai signalé, c'est entièrement japonais. Mais cette violence, en effet, qui vient de l'extérieur et qui est une violence de société, une violence de l'impossibilité d'avoir un rapport normal à l'autre. Enfin, moi, je trouve que, on en parlera après, mais la façon dont les rapports en particulier entre hommes, sont d'une extrême simplicité. On se regarde, d'un seul coup, un coup de poing ou un coup de revolver, point final. Ce sont des rapports extrêmement directs et très simples. Et un peu sanguin. Ça donne un peu de rouge. Mais chez Nicolas Ray, il y a un peu aussi ce même rapport de violence qui vient aussi de la société chez Nicolas Ray. Et en effet, comme chez Nicolas Ray, les personnages, pour que ce soit, mettons, James Dean, pour prendre l'effort de vivre, ou que ce soit ici ces personnages donc de Kitano, son personnage, sont des personnages qui cherchent la tendresse, qui cherchent l'amour, mais pas l'amour, simplement la sensation même, l'émerveillement de l'amour, enfin. Et je trouve très très beau cette idée de commencer le film. Évidemment, au départ, personne ne comprend très bien l'histoire de l'hôpital, alors que c'est la première chose du film. C'est que la chose importante, c'est que de toute façon, cette femme va mourir, et donc le personnage qui a été lui-même un personnage violent, peut-être encore plus que tous les autres, et on le voit dans le film d'ailleurs, le fait que sa femme va mourir d'un seul coup éveille en lui l'autre désir d'être, c'est-à-dire de s'épanouir dans le rapport justement à la femme, cette femme aimée qui est en train de disparaître et qui est en train de mourir. Je trouve le film magnifique. Et en effet, comme Nicolas Ray, ce sont finalement des grands films d'amour à partir et bâtis sur la violence. Et la violence physique, enfin, terrible. Et ici, il y a des scènes, par exemple, lorsque enfin, écorne l'œil ou enfin les coups de poing, etc. C'est de violence extraordinaire, mais comme pour faire mieux ressortir le besoin d'un rapport affectif. Et non pas ce rapport de contrainte et je dirais un peu de désespoir, quoi. Enfin, c'est un film, c'est vrai que qui est très étrange parce que, comme je vous l'ai dit au départ, il se refuse à une histoire continue, donc pas de continuité, tout est en discontinuité, mais en fait, c'est une discontinuité d'une recherche de continuité. La continuité, ce serait justement un monde où on pourrait vivre amoureusement par rapport à la nature, par rapport à la femme, par rapport à l'homme, etc. Enfin, par rapport aux enfants, très important dans le film, même s'ils sont absents apparemment, ils sont très présents par les peintures. Ils sont dans les peintures, ils sont en fait une vision comme ça, comme le monde pourrait être ou devrait être un monde de l'univers enfantin, et la violence de la société tue cette possibilité de l'enfance. C'est en fait le sujet du film, ou je ne dirais pas le sujet, je dirais l'expression même du film. La façon dont le film est fait, c'est pour éveiller ce sentiment, cette contradiction, et cette sorte de conversation poétique avec le public. Et je crois que quand même le film, au bout de 3/4 d'heure, une fois qu'on a compris que c'est pas la peine d'essayer de comprendre pourquoi tel flashback, pourquoi ceci, pourquoi cela, bon, le rapport c'est police, un ancien policier, brutal, très brutal,
qui, bon, parce que sa mère, sa femme a une maladie justement, qui la rend enfantine, qui lui a fait perdre toute la conscience d'adulte, qui la remet en état d'enfance, plus son meilleur ami que, de par sa faute, il a laissé être blessé et donc réduit à l'état d'infirme, comme on le voit, qui est en même temps éveillé chez l'autre le désir de peindre. Bref, ce personnage, on comprend ça tout de suite, ne peut que désirer autre chose. Et cette espèce d'évolution du désir, non, je ne peux pas dire évolution, puisqu'on ne voit pas l'évolution. C'est de plus en plus la présence de ce désir que le monde peut être autre que celui de la violence. Alors, sur le côté japonais, en revanche, ce qu'il met en évidence, c'est justement la vérité du rapport de violence dans la société japonaise. C'est-à-dire que qui ont été au Japon, on s'en rend compte. C'est-à-dire que c'est d'une brutalité qui est quand même très très étonnante. Et cette brutalité, il l'a traduit dans son expression la plus simple, c'est-à-dire le coup de poing ou la destruction de l'autre, quoi. Et c'est cette espèce de monde impossible à vivre et dont on désire échapper pour le vivre autrement et faire un retour à la nature. Enfin, donc par un retour à l'art. C'est un très beau sujet qui est, comme toujours chez les grands artistes, en fin de compte, exprimé par l'écriture. C'est le fait même si vous avez fait une continuité, d'abord, et vous embarquez dans oui, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi ceci, où va-t-il, etc. C'est-à-dire toutes les questions traditionnelles de la narration d'un événement en train de se produire. Là, le fait de briser constamment les événements et de les placer comme ça vous donne une... D'abord, c'est extrêmement moderne au point de vue narratif, mais c'est cette écriture-là qui vous donne... Prenons un exemple. Lorsqu'il fait son braquage, enfin, il va faire son braquage, d'un seul coup, vous ne comprenez absolument pas pourquoi. L'écran est complètement... déstructuré, déligné, quoi, que des petits points. C'est-à-dire, ce qu'il fait sur la peinture, un peu de Seurat, la peinture pointilliste. Alors, je ne sais plus si c'est Seurat qui a été influencé par le Japon, ce qui est possible, que lui aussi... ou si c'est les Japonais qui ont repris le côté Seurat, mais il est vrai qu'on a des moments qui sont typiquement Seurat, enfin purement pontillistes. Mais ce qui est travaillé en fait et dans ce traitement, oui, enfin, c'est d'abord essayer de restituer un monde tout à fait étrange. Donc, je vous le passe maintenant d'un point de vue technologique. Je peux en effet filmer comme à la télévision et vous sortir de la pellicule qui permet une image totalement unique à l'image technologique et informatique avec tous les pixels. Donc d'un seul coup, quand on est à la banque, il vous pixelise toute la scène de la banque. Et ça devient très extraordinaire, puisqu'en fin de compte, cette scène de la banque, avec un braquage, une douceur, le plus beau braquage de douceur qu'on ait jamais vu, il arrive, il met juste la police, un revolver sur le manteau, a fait la fille, a fait l'autre fille,
et puis elle va chercher l'argent, etc., elle revient, c'est magnifique, quoi. Tout le monde fera un braquage comme ça tous les jours. Mais ce qui est magnifique, c'est justement de l'avoir complètement gommé par cette représentation pixelisée de la scène. À ce moment-là, il n'y a plus d'individu réel, il n'y a plus que ce que l'on est dans une société qui se sert de l'autre uniquement comme pour occuper du temps et de l'espace, mais où il n'y a plus aucun corps véritablement humain. Je trouve très magnifique cette scène-là. C'est une séquence d'une intelligence sur comment désamorcer totalement, je dirais même, la représentation traditionnelle du braquage d'une banque en la rendant totalement abstraite. Et ça devient tout à fait intéressant. Et ça, c'est très fort. Enfin, les idées comme ça de cinéastes dans le film sont des grandes idées. Moi, et ces plans sont tous les uns après les autres magnifiques. Alors, avec les flics, évidemment aussi, la possibilité de se servir de cette écriture-là pour quand même continuer à être comique. Car, bon, vous venez de Paris, mais il y a quand même beaucoup de gags. Il y en a un que j'aime beaucoup, enfin il y en a un parmi beaucoup d'autres. Il y en a que lorsque il est en flic, dans sa voiture, dans sa voiture de flic, il y a une voiture sur la route qui est arrêtée et qui veut arrêter la voiture de flic parce que, etc. Et en même temps insultant les flics, on vous paye, etc. Et d'un seul coup, l'autre ouvre la portière, ça lui suit. Et puis en plus, ils sont bon. C'est un gag, quoi. Ça. Et il y a beaucoup de gags comme ça, mais même les gags d'une extrême cruauté des bagarres, ce sont au fond des gags. Ils sont trop terribles pour pouvoir faire rire, mais ce sont des gags. Il y en a un, par exemple, aussi à la fin, lorsque les trois yakuzi ou yakuza, enfin je ne sais pas si on dit yakuzi ou pas, mais sur la plage, bon, les deux qui se font immédiatement reçoivent des coups de poing, et le troisième qui se cache, et dans ce coup il se lève, et là c'est fait en gag, quoi. Il lui met les balles dans les dents, et il lui donne un coup de poing. Bon. C'est pas tendre. Mais c'est quand même très drôle. Sur l'idée, c'est drôle. Il y a beaucoup de gags comme ça. On voit bien que c'est quand même un grand comique et il le joue. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il le joue très, très neutre. Il y a, et Kitano a comment ça s'appelle, des tics. Donc il ne peut pas s'empêcher d'avoir des tics en tant qu'acteur, forcément. Et il réussit quand même ici presque à gommer les tics. On les sent, mais enfin, comme s'il était totalement impassible de bout en bout du film, et il réussit quand même peu à peu à faire comprendre ce que peut ressentir le personnage, tout en n'ayant donné aucun signe par le jeu corporel ou par la grimace qui nous mettent sur la voie. Simplement, c'est une sorte de volonté de réduire le jeu du comédien, enfin son jeu de comédien, à sa plus simple expression. C'est-à-dire juste, je suis comme ça et je me contente d'être comme ça. Donc, un regard, c'est tout. Justement un petit tic parce qu'il n'a pas pu y échapper, il n'a pas pu s'en empêcher, et puis ça suffit. Et quand on regarde son personnage, alors que dans d'autres films, on le sent quand même plus acteur. Là, je pense que dans la volonté de dire, bon, je serai acteur de ce... Mais c'est pas l'acteur qui compte, c'est... Au-delà de l'acteur, c'est le personnage, et au-delà du personnage, c'est au fond... la pensée des sentiments qui doivent être, enfin que je veux exprimer, c'est ça son travail. Et c'est un travail, quand on regarde le film, surtout à la deuxième ou troisième vision, c'est assez stupéfiant. Alors, ceux qui ont vu le film, qui voient le film pour la deuxième ou troisième fois, vous avez pu le remarquer, je pense.
Bon, je n'ai pas d'autres réactions. Oui, alors attendez. Voilà, il y a 2 personnes. Ouais, allez-y, puis après vous. Merci bien. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est le fait que quand même Kitano est aussi un des plus grands producteurs d'émissions de télévision comiques Oui, c'est ça. populaires au Japon. Et qu'il aurait, si on faisait une image un peu, ce serait entre le Kolaro et le Shaba japonais, avec une très très grande popularité. Et avec tout le business qui va avec, bien entendu. Ah oui, mais et d'arriver à faire ses œuvres derrière et d'être peintre et à la fois cinéaste avec toute cette sensibilité-là, c'est ah oui, non, mais c'était un grand bonhomme, Voilà. Et c'est vrai que en même temps, là, il prend un risque parce que le film a eu du succès en Occident, mais je ne sais pas du tout, mais je crois qu'il n'a pas eu un grand succès au Japon, parce qu'il était un peu trop abstrait, en fait. Bon, il a eu d'autres films qui ont bien marché, mais celui-là, c'est tellement quintessentiel que, bon... Alors, il a une personnalité très forte. Ma question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui, derrière lui ou avec lui, d'autres cinéastes japonais qui émergent? Oui, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais pour l'instant, aucun qui sera de ce niveau-là. Il y en a des bons, oui, mais pas encore à ce niveau-là. Lui, appartient au plus grand enfin, à la famille des plus grands cinéastes japonais. Et je répète, il y en a vraiment une bonne vingtaine. Hein, une bonne vingtaine de grands cinéastes. Et de très très grands, il y en a au moins 2. Donc, je ne pense pas qu'en France, on ait autant de grands cinéastes qu'au Japon. Bon, en même temps, on a quand même des très bons, c'est pas le problème. Mais à ce niveau-là, on a par exemple un film comme ça, après tout, on pourrait le faire en France. Il n'y a pas de raison. On le ferait autrement, mais on aurait pu le faire. La recherche d'écriture, la modernité, etc. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Et on ne le fait pas. Il n'y a pas ça. De toute façon, actuellement, on est en train d'assister à de plus en plus, non pas une domination, ça c'est un peu excessif, mais à c'est le cinéma asiatique qui est actuellement, à mon avis, le plus intéressant. C'est là où je joue plus de choses. Pour le cinéma, hein, je ne parle pas pour... en Corée, en Chine, en Thaïlande. Ben, je n'ai pas passé un film thaïlandais ici, non? C'est pas ici, donc c'est à Nice. Bon. Mais il y a vraiment un cinéma asiatique qui devient très, très important dans l'évolution du cinéma. C'est-à-dire que c'est plus de ce côté-là qu'il faut voir le futur du cinéma que chez nous. Bon, enfin, il ne faut pas non plus exagérer. On a quand même, que ce soit en Europe ou en Amérique, on a quand même des gens pas mal aussi. Il ne faut pas non plus se flageller. Je crois que monsieur voulait parler. Non, ici monsieur, ici, voilà. Pardon. Moi, il y a plein de choses dont on pourrait parler, mais je voudrais parler de quelque chose que j'ai ressenti dès les premières images du film, qui finalement n'avait pas encore eu lieu au Japon. C'est les catastrophes, tsunamis, etc., et tremblements de terre, parce que qu'en voyant ces images, et en voyant cette mer, et puis cette montagne derrière à tout moment, je disais, mais un tsunami peut toujours arriver. Et puis finalement, on se rend compte que c'est un pays où on ne peut pas, maintenant, nous, moi qui ne suis jamais allé au Japon, et puis qui n'ai jamais vu un film de ce cinéaste, je réagis en fonction de l'histoire et de l'actualité. Et je crois que j'ai pas tort, parce que quand dans la neige,
il sauve tout d'un coup sa femme qui va se faire engloutir. Et je pense que c'est assez intéressant de voir qu'un Japonais décrit le Japon comme quelque chose de dangereux, même s'il ne le dit jamais. C'est-à-dire que oui, les Japonais sont, par rapport à d'autres peuples, ils sont en effet constamment affrontés au problème de la survie, bien plus que d'autres. Déjà, ils sont deux fois trop nombreux ou 3 fois trop nombreux par rapport à leur superficie. Il ne faut pas oublier que le Japon n'est habitable que sur, je sais pas, je crois que le quart ou le tiers, enfin le tiers de sa surface. Or, la surface est plus petite que la France. Et ils sont quand même 3 fois plus nombreux. Donc déjà, rien que ce problème-là est énorme. La Chine est immense, d'accord, mais la population est immense en Chine, mais la Chine est immense. C'est quand même 15 fois la France. Alors que là, c'est plus petit que la France. En plus, constamment soumis à vous parlez de tsunami, mais c'est pas tellement le tsunami, c'est plutôt les tremblements de terre, etc. Enfin, des conditions climatiques assez terribles. En même temps, c'est quand même des Iliens. Et ils ont, bon, si on peut le comparer, enfin, pas comparer, mais si on peut mettre quelque chose en rapport avec eux, c'est l'Angleterre. Le caractère anglais est insulaire, et le caractère japonais est insulaire. Bon, maintenant, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il est vrai qu'ils sont différents des autres de ce point de vue-là, parce qu'ils sont, par exemple, dans le cinéma japonais, il y a par exemple, si vous prenez Mizoguchi, quand il fait un film sur le XVe siècle japonais, bon, c'est le problème, qui était un des grands problèmes japonais pendant toute son histoire, c'est est-ce qu'on ferme tout et on reste entre nous, ou est-ce qu'on s'ouvre sur le reste du monde? Ça, c'est l'espèce de palpitation cardiaque du Japon. Ou bien on s'enferme, ou bien on s'ouvre. Les deux fois, les deux choix posent problème de toute façon. Et ont posé problème dans toute l'histoire du Japon. Alors ici, on est à l'intérieur même du Japon. Bon, la société, dans sa forme la plus directe, c'est-à-dire économique, réduite, police, yakuza. Bon. Et ça, c'est une sorte de représentation de la violence interne au Japon. Et la violence qui est dans les mœurs. C'est pas pour rien. C'est un peu comme les Anglais d'ailleurs. C'est pas pour rien que, mais encore plus que les Anglais, c'est pas pour rien que c'est le peuple le plus poli du monde, mais que cette politesse est d'une extrême violence. Et là, ça se sent très fort. Tout le monde est très poli, mais la violence, elle est d'une extrême intensité, quoi. Elle est brutale, directe, et surtout imprévisible. Exactement comme, mettons, un tremblement de terre, c'est imprévisible. Et ça c'est très sensible dans la construction. C'est vrai que la notion ou l'idée de la narration par le discontinu leur est plus facile parce que il y a ce côté-là dans leur histoire, dans leur géographie, dans leurs propres coutumes, etc. C'est vrai qu'il y a ça. Et donc, pour ça, le monsieur est parti là tout à l'heure, mais il disait que ça renvoyait au Japon. Oui, ça renvoie au Japon, c'est évident. En Chine, vous ne pouvez pas faire ce film-là. Vous pouvez le faire sur la peinture, ça, d'accord. Bon, je trouve très beau aussi ça, sur cette idée. Alors, sur la peinture, cette idée, évidemment, de l'importance, puisqu'on est au Japon,
la fleur pour du floral pour le japonais, c'est capital, c'est fonctionnel. Et comment, d'un seul coup, cette espèce de métamorphose de la fleur en animal ou en humain, et cette espèce de métamorphose qui est proposée, comme si, là encore, on est quand même dans une logique d'un imaginaire fondé par une religion qui est justement sur la transmutation. Donc, on peut être animal, on peut être végétal, on peut être... Et c'est très, très, très sensible, cette représentation-là. Et c'est vrai que ça devient magnifique. Bon, par exemple, le feu d'artifice qui devient aussi un soleil, qui devient une lune, enfin bon... tout l'imaginaire qui fait un imaginaire d'autant plus intéressant qu'on est quand même dans une civilisation, et là c'est vraiment très tout asiatique, c'est-à-dire on n'est absolument pas dans la perspective. Et ici c'est très beau parce qu'il n'y a aucun tableau où il y a même une idée de perspective n'est même pas prononcée, n'est même pas agencée. Vous n'avez aucune perspective. C'est du pur à plat. Et ça devient tout à fait passionnant. Bon, c'est exact. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Oui, pardon, madame derrière. Vous pouvez dire quelques mots par rapport à la représentation des Yakuza, parce que dans d'autres films, en général, ils sont montrés comme étant hyper puissants, hyper malins, enfin, c'est presque une apologie des Yakuza. Et là, ils ont vraiment un rôle... Enfin, on a l'impression qu'ils ont vraiment 2 neurones. Et je voulais savoir si dans les autres films de Kitano, il avait cette même vision. Non, il les représente d'un point de vue plus réaliste que dans ce film. Mais dans ce film, c'est complètement abstrait. Et le côté comique est là aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, les Yakuza, ils sont là pour faire rire. Pour les Japonais, il exagère. Bien sûr qu'un Yakuza, ça fait peur au Japon. Si je prends, j'ai pas eu peur, mais enfin, si je prends mon cas, quand j'étais au Japon, j'étais dans une voiture, ou dans un taxi, je sais plus quoi, et d'un seul coup, je sais pas, le taxi a klaxonné, et la voiture devant s'est arrêtée, et est sorti un Yakuza. Le chauffeur de taxi était complètement terrorisé. Bon, moi je rigolais, il a vu des blancs, donc c'est pas grave, mais il est reparti. Mais ils ont un rapport en effet de peur par rapport au Yakuza. Alors, en même temps, les Yakuza, c'est un peu comme les Siciliens, quoi, comme la mafia. Ils en font des tonnes, quoi. Ils exagèrent leur jeu. Ça, dans le courant de la représentation des Yakuza. Alors ici, il garde ce côté un peu comique, mais sans l'efficacité quand même de cette mafia, qui est une mafia extrêmement efficace. C'est une des grandes mafias par rapport aux Japonais. Les Chinois ont les triades, nous avons les mafias, ou ce qu'on appelle le milieu. Bon, mais, par exemple, le milieu en France fait pas très peur. En Sicile, la mafia fait un peu plus peur. Tout dépend, mais là-bas, ça fait très peur, les gars. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, ce que j'ai vu dans cette petite scène de rien du tout, ce qu'on peut appeler une scène de rue, j'ai vu vraiment le chauffeur de taxi se liquéfier. Mais justement, dans les autres films, est-ce qu'il a cette même représentation ou il est... Ah non. Quand il est dans des films un peu plus réalistes, à ce moment-là, non. Ils sont traités plus dans la représentation et leur vérité, en fait. Alors que là, c'est évident que... en plus, là aussi pour un policier, c'est quand même un policier qui a rompu avec la police, c'est-à-dire que un personnage qui fait quand même un braquage, etc. Même si c'est pour une très bonne cause, c'est-à-dire
pour vivre avec sa femme et lui permettre de vivre ses derniers jours de façon heureuse. C'est quand même, pour un policier, c'est un tout petit peu, d'ailleurs, à la fin, les deux policiers sont là pour l'arrêter. Donc, c'est évident qu'on est un peu dans un hors-monde. On n'est pas dans la vérité du monde qui est représenté. Et de toute façon, tout le système du film empêche cette vérité de représentation. On est dans... on ne peut pas dire qu'on soit ouvertement dans de la fiction, mais on se sert de ce qu'on connaît de la représentation du milieu Yakuza et police pour traiter un autre sujet. Donc, on ne se sert que des éléments extérieurs de la représentation, mais on ne les développe pas. On ne les respecte pas d'un point de vue purement réaliste. Ça, c'est évident. Tout à fait entre nous, là aussi, c'est magnifique. On est tout seul, on arrive, et puis on fait pan, 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 et on tue tout le monde. Bon, je sais, les Américains le font aussi. Mais ils essayent toujours d'être plus vraisemblables. Là, on est hors vraisemblance, d'une réalité. Mais on l'accepte parce que le personnage est tellement taciturne, un mutisme. Je me demande s'il dit quelques mots, mais il ne doit pas dire beaucoup de mots. Hein. Il doit en dire peut-être 50 mots ou 100 mots dans tout le film. C'est le grand maximum. Donc, de par ce mutisme, à ce moment-là, on peut se payer le luxe de jouer une invraisemblance et de feindre, de croire qu'elle est quand même un peu réaliste. Dans ce sens-là, vous avez raison. Bien sûr que c'est faux et en même temps c'est vrai, puisque on connaît la légende du Yakuza, donc on joue cette légende, de même qu'on connaît la légende du gangster américain. On sait comment ça fonctionne. Et beaucoup de films se contentent de jouer le système de la représentation classique. Et d'autres sont évidemment plus sérieux quand même. Bon, mais ça c'est autre chose. Tout dépend de ce qu'on cherche en fait. Ou bien vous faites un film totalement réaliste sur les rapports police-gangster, ou bien vous faites des films beaucoup plus imaginaires. Bon, tout dépend. La représentation de la police, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Là, il y a par exemple, en France, là, le film de Beauvois qui vient de repasser à la télévision, Le Petit Lieutenant, c'est une bonne représentation de la police. Alors que, curieusement, le film de Marshall, qui est un ancien policier, est beaucoup moins sérieuse. Elle est plus inventive, si on veut. Moins exact. Les polices, si vous faites Maigret, etc., il y a mille et une façons de se représenter la police. C'est quand même... la police a un pouvoir, je dirais, mythique, qui travaille sur l'imaginaire de tout le monde, puisqu'on est, on est tous coupables, on est tous porteurs de culpabilité, même si on ne va pas très loin dans la culpabilité. Mais, donc on a toujours, qu'on le veuille ou non, une sorte de rapport à la police qui fait qu'on l'imagine, ou en tout cas ça rentre dans l'imaginaire, et donc ça se travaille plus sur comment on imagine la police que sur la réalité du fonctionnement de la police. Quoique, malgré tout, il y a beaucoup de films aussi qui donnent la vérité sur comment ça fonctionne. C'est assez complexe la représentation de la police. Alors les gangsters, c'est encore plus fantasmé encore. Et la représentation, bon, c'est jamais simple de faire ce type de... Il y a un film là, qui vient de sortir et qui est sur... c'est pas tout à fait pareil, mais enfin, sur la condamnation à mort
comment il s'appelle le film, Abyss, de Herzog, qui vient de sortir. Et sur deux jeunes Américains qui ont tué 3 personnes à l'âge de 20 ans, et il y en a un des deux qui a été condamné à la perpétuité et l'autre qui a été condamné à mort. Et Herzog a eu l'autorisation d'aller filmer celui qui était condamné à mort et avant son exécution. Et on sait que quand on voit le film, il est exécuté, ça y est. Et là, c'est un film qui, en effet, comme il est quand même assez documentaire, ou en tout cas il a un esprit documentaire, donc on est plus près du réel. Et d'un seul coup, ce qui devient étrange, c'est la sorte de banalisation du quotidien. On n'est pas dans les affres, on a un jeune homme de 27 ans maintenant, enfin, avant son exécution, qui est un homme charmant, vraiment charmant. Et il va être exécuté même pas, je crois 2 mois après la fin du film, etc. Bon. Je répète, il y a 1001 façons de représenter. Mais c'est très difficile. Si vous rentrez dans la fiction, c'est très difficile d'être absolument respectueux de la vérité de ce qu'est la police, de ce que c'est que le gangstérisme, c'est-à-dire, je dirais même de ce que sont les choses. En fait, c'est pas facile à. On donne à voir. Bon. Regardez, et puis après tout, vous n'avez qu'à regarder la télévision, vous n'avez qu'à regarder les informations à la télévision. Qu'est-ce que vous avez de réalité dans ce qu'on vous dit? Déjà l'image de la speakerine ou du speaker, quelques images comme ça qui vous disent bon, on a vu ça. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez du Mali, par exemple, la guerre du Mali? Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez vu des images. Bon, vous avez vu une représentation. Cette représentation veut vous dire ça. Et puis vous le prenez pas, etc. Ce problème de la représentation est un problème capital dans tous les arts. Représenter, bon, la musique c'est un tout petit peu différent, mais c'était aussi une représentation, la musique. La peinture, etc., c'est la littérature, comment on représente. Et il faut faire le choix, enfin, essayer de trouver la différence entre la représentation fictionnelle et le réel sur laquelle s'appuie cette représentation fictionnelle. Et en même temps, il doit y avoir les deux. On peut pas y échapper. Bon, là, je m'excuse, je fais une petite dérive, mais c'est important dans un film. Et en effet, ce film-là pose aussi le problème. Mais il pose le problème de façon beaucoup plus simple, puisque c'est autre chose dont il est question, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai le droit de vivre dans ma vie, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de vivre mes désirs, mon affectivité, mes sentiments, le plaisir d'être en vie, ou est-ce que je dois subir constamment les règles et les lois de l'autre, c'est-à-dire de la société. Ce qui n'empêche pas le désir de l'autre, donc le désir de la femme ou le désir de l'ami, qui sont quand même les deux propositions qui sont faites au héros du film. Il y a l'amitié et il y a la femme. Et c'est ça qui est important. Voilà, moi je crois qu'on va peut-être... À moins que quelqu'un veuille encore parler. Oui, pardon, mademoiselle, pardon. Oui, bonsoir. Voilà, je me posais une question par rapport à la narration et au côté Japon, parce que j'ai reconnu beaucoup de choses qui sont propres au manga, dans le côté caricatural, de raconter l'histoire, la succession des plans, ce genre de choses, et aussi le côté très muet. Très muet. Ah oui, mais ça, dans mes côtés... Oui. Et l'autre chose aussi, moi, enfin en tout cas que j'ai ressenti, c'est aussi le souhait de se mettre dans une tradition, de s'inscrire dans une tradition par rapport au Ronin. Oh. Donc,
au Ronin, le samouraï déchu, celui qui revient, qui va sauver, qui va essayer de venger la mémoire de ceux qui ont été assassinés, on va dire, de façon... Mais pas dans le film, là. Je sais pas, moi, entre guillemets, à un moment donné, il a été faillible, et c'est un petit peu cette idée de vengeance. Il va, enfin, à la fois pour essayer peut-être de rattraper ces bouts. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Moi, je l'ai vu un petit peu comme si tous ces bouts de vie brisés parce qu'il avait été, à un moment donné, tiraillé entre sa femme et le fait que ses coéquipiers sont blessés, et ainsi de suite. Parce que, voilà, comme si tout d'un coup, un peu en héros salutaire vengeur, il va revenir et essayer de rétablir une espèce d'unité en dépouillant les Yakuza et en rétribuant au fur et à mesure chacun pour essayer de compenser. Oui, il n'a pas le temps de travailler ça. Il le donne. Mais il n'a pas le temps de le travailler. C'est pas son intérêt. Son intérêt, c'est d'un seul coup la prise de conscience ou la prise d'affect d'une position dans le monde qui devient insoutenable parce que ce monde n'est que violence et a détruit tout ce qui est de l'ordre de l'affectivité. Regardez le début du film. Vous savez, regardez toujours les débuts de film. J'ai raté le début. Comment ? J'ai raté les 3 premières minutes. J'ai raté les 3 premières minutes, voilà. Oui, mais justement, dans les 3 premières minutes, vous avez ça. Vous avez notre personnage avec 2 autres. Et il y a deux jeunes qui sont en train de jouer à la balle. À la balle de... je sais pas quoi. Au baseball, ouais, enfin, ça j'ai vu. Je sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, le personnage de notre héros dit bon, c'est pas grave, et ne laisse qu'une personne, donc son copain, en garde. En même temps, les jeunes qui veulent s'amuser, ils renvoient la balle parce que moi je suis policier, etc. Bon, on ne joue pas, ils restent comme des ronds de flanc, les pauvres. Et de par la faute du policier, son copain n'est pas tué, mais en tout cas est abattu et se deviendra infirme. Bon, voilà le début du film. Bon, là, c'est-à-dire, c'est quand même un policier qui, par excès de violence qu'il porte en lui, a commis une faute. Et cette faute est justement la prise de conscience. Enfin, cette faute va amener à la prise de conscience d'une part, la femme qui est en train, qui n'a aucune chance, et par rapport au copain qu'il a sacrifié de par sa faute. Voilà le début du film. C'est pour ça que moi je le rapprochais du Ronin, parce qu'il y a ce côté. Comment ? Et c'est pour ça que je le rapprochais du Ronin, parce que c'est le samouraï. Un Ronin, R-O-N-I-N. Ah, oui, un Ronin. C'est-à-dire donc un Ronin, c'est en effet un. D'autant plus qu'il a démissionné de la police. Donc après, il n'a plus d'allégeance à rendre à qui que ce soit. Oui, c'est possible qu'il joue là-dessus, mais je ne pense pas qu'on en ait besoin réellement. Qu'il se soit appuyé sur cette idée-là, c'est possible. Bon, après tout, en effet, pour les Japonais, le samouraï, c'est ce qu'a été pour nous le chevalier du Moyen-Âge, c'est-à-dire la chevalerie. Bien sûr que ça résiste encore aujourd'hui. La thématique chevaleresque, même si elle se perdure encore. Bien sûr, nos imaginaires sont marqués par ça, c'est évident. Là, bon, mais enfin, pour moi, c'est pas direct. Enfin, que ce soit, ça ne me dérange pas qu'on le dise, oui, parce qu'en effet, il n'y a aucune raison que ce soit faux. Donc, il n'y a pas. Enfin, voilà. Bien, je crois que oui. Mais merci. Je vous en prie.